On a souvent une image d'Épinal de l'entrepreneur local. Le patron de PME, proche du terrain, qui fait tourner la boutique. Et puis il y a Mario Piromali. À Rennes, Mario n'est pas juste un franchisé. Avec 26 restaurants McDonald's, 1500 salariés, la présidence du fonds de dotation IAO et de multiples mandats, il a changé d'échelle. Il est devenu de fait une institution du territoire. Son parcours pose une question centrale sur l'évolution de nos démocraties locales. Alors que la puissance publique se transforme et peine parfois à tout mailler, qui occupe l'espace ? Qui prend en charge l'insertion des jeunes, la dynamisation des quartiers ou le financement même de la solidarité ? Est-ce encore uniquement l'État ou est-ce aussi le rôle de l'entreprise privée ? Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment la mécanique de cette ascension, nous allons essayer de dépasser le récit de l'homme qui se fait tout seul aussi, pour regarder le système réel, la stratégie de saturation territoriale, les arbitrages économiques d'un modèle de franchise et la question complexe de la transmission d'une entreprise qui est fondée sur la méritocratie. Je suis Fouad Souak et bienvenue dans Nouveau Récit. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit. C'est vrai que le nouveau récit, on en parle de plus en plus. Nouveau récit. C'est important pour le chemin qu'on a à faire. Ce nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont pas nouveaux, ces récits. Bonjour Mario, Bonjour Fouad. comment vas-tu ? Super, 37,2. Il fait un peu froid en plus dans les studios actuellement. Ouais, mais la température de Mais mon non. corps est parfaite, donc tout va bien. Tout va bien. Je vais digresser tout de suite. Ouais. Je conseille à nos auditeurs un podcast actuellement de la série documentaire LSD qui parle du microbiote. Mhm. Et j'ai appris en réalité que l'expression « ça va » ou « comment ça va », c'est souvent « comment ça va aux toilettes Ouais. ». Ouais. Ouais. Et donc que c'est un peu l'état de nos selles qui dit notre humeur ou notre bonne santé. Ah, c'est un peu cocasse d'apprendre ça ce matin quand je reçois le roi du burger, René. Oui, mais pas que ça. Non, pas que ça. Et justement, on va parler de tout ça. Je suis vraiment très, 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 très heureux de te recevoir. Merci. On avait mis un petit peu en pause Nouveau Récit. Donc là, on est au 47e épisode, 46e épisode, après avoir reçu Fabrice Gatti, un expert de l'AF1, sur les sujets de la réinvention du monde du travail. C'est un sujet que tu connais bien. On va parler de toi. Je pourrais te présenter, mais je ne le ferai pas parce que j'aimerais que tu puisses le faire avec tes propres mots. Donc, Mario Piromali, qui es-tu ? Alors déjà, c'est plus difficile comme exercice. C'est mieux quand les autres parlent de soi Ouais. que de soi-même de soi, parce qu'il y a un côté un peu gênant de parler de soi. Mais ceci dit, je vais me prêter au jeu. Donc moi, je suis Mario Piromali. Je suis né dans l'est de la France, en Lorraine. Tu sais, cette région minière où on travaille, où il fait gris, où c'est pas la Côte d'Azur, quoi, en fait. Et je suis né de deux parents italiens qui sont venus, qui ont immigré en France dans les années 50 et qui sont venus, après avoir commencé à fonder leur famille en Italie, sont venus en France pour trouver du travail, du bonheur, une meilleure vie, et ont eu d'autres enfants. Donc j'ai 10 frères et sœurs. Nous étions 11 dans cette commune de Boulanges, très exactement, dans l'est de la France, où mon père était mineur de fond, et ma mère, femme au foyer, pour s'occuper de 11 enfants. Tu imagines un petit peu le travail que ça peut faire. Ouais, c'est un grand sens de la famille que tu as dû développer. Ouais. Mais tu vois, tu me demandes qui je suis, je commence par là parce que je pense que c'est ça qui forme ma personnalité, qui forme un homme. D'où l'on vient. Et moi, je viens de l'amour de mes parents, de l'endroit où je suis né, de mon cercle familial, de la vie qu'on a menée ensemble, une vie un peu plutôt simple, tu vois, mais une belle vie. Voilà, c'est ça qui me définit depuis toujours. Et je le porte au plus profond de moi-même. C'est ce que tu essaies de transmettre aujourd'hui ? Je ne fais pas exprès.
C'est avec moi. Donc, je ne sais transmettre que ce que j'ai. Donc, évidemment, ça vient avec. Alors, souvent, en fait, on essaie de transmettre ce que l'on a, mais on ne sait pas non plus tout ce qu'on possède en nous. Il y a des épreuves. Mais ça, c'est la clé de la vie, ça. Ouais. Savoir qui l'on est. Savoir qui l'on est, c'est super important pour avancer dans la vie. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu as à faire. Savoir d'abord qui l'on est, d'où l'on vient, pour mieux progresser dans la vie. La Lorraine, c'est une région que j'ai appris à connaître. Ah oui. Ouais, parce que ma femme est lorraine. Où Ouais. Tu sais de où? Ouais, de Metz, et en particulier de Bazoncourt, Ouais. petite commune. Donc toute la famille est entre les Vosges et Metz. Tu vois, Florange et compagnie. Je pense La que vallée des Anges. La vallée des Anges, ouais. Ouais. Parce qu'il n'y a que des communes qui finissent en Ange. Anges, absolument. Ouais. Et bordée d'usines qui crachent de la fumée. Enfin, tout ça, ça fait très... Les anges d'un côté et puis la fumée de l'autre, quoi. Ouais. Et tu as connu justement ces bouleversements territoriaux et économiques avec une région qui a extrêmement souffert. Et pour après venir, on y reviendra, hein, tu vois, c'est même pas la première question de mon conducteur, mais pour venir dans une région qu'on considère, alors qui est difficile sur les questions notamment agricoles, qui a beaucoup souffert, mais qui s'est aussi beaucoup développé économiquement et où il existe une vraie douceur de vivre. Comment tu as vécu ces mutations territoriales sur cette région à une époque de transformation extrêmement lourde? Alors moi, j'ai connu la Lorraine quand c'était la Lorraine minière. Parce que j'ai quitté le cocon familial très vite à partir de 15 ans. Ah oui? Ouais, je suis parti travailler. Je suis parti du côté de Strasbourg. Et dès qu'on est à Strasbourg, c'est tout un autre territoire. Donc j'ai connu que cette Lorraine minière. J'y suis retourné. J'ai vu un petit peu la transformation. Mais ça reste quand même une région qui vit, où les gens sont heureux avec ce qu'ils ont. Mais j'ai surtout vu la différence entre la Lorraine et la Bretagne. Parce que tu me posais la question et j'allais te répondre. Moi, je suis arrivé au paradis, ici à Rennes, en fait. Pour moi, cette région, elle est bénie des dieux, quoi, en fait. Il y a cette terre agricole, il y a ces gens qui sont attachés à la terre, il y a cette espèce de solidarité, cet amour du travail bien fait. C'est vraiment le paradis ici, quoi, en fait. Ouais, c'est très vrai. Moi, j'ai vécu, je suis né en Sologne, j'ai vécu pendant longtemps à Paris, j'y ai fait mes études et j'y ai travaillé. Petite incursion en Provence, à Marseille, qui m'a pas beaucoup plu. Et quand je suis arrivé pour des raisons professionnelles en Bretagne, je pensais y rester une année, faire mes armes, notamment en politique, et repartir à Paris. Et je me suis complètement fait happer, ça fait maintenant 10 ans. Je vais sur ma 11e année. Et je découvre, comme toi, effectivement, que c'est une région extraordinaire avec des gens extraordinaires. Mais tu l'as dit, tu as commencé jeune à travailler et je crois que les choses ont commencé effectivement à Strasbourg. Et il me semble que tu as travaillé dans peut-être le premier McDonald's en France à la fin des années 70 comme équipier. En fait, McDo était déjà présent en France, mais du côté de Paris. Okay. Mais McDo avait un problème juridique avec le franchisé parisien. Et ils ont pu ouvrir d'autres McDo en dehors de la région parisienne parce qu'il y avait une exclusivité. Donc là, l'endroit le plus facile à l'époque pour ouvrir à McDo, c'était le plus proche possible de l'Allemagne où il y avait déjà des McDo. Donc pour tout ce qui est logistique et ainsi de suite, c'était plus facile. Donc Strasbourg a été choisi. D'accord. Donc Strasbourg est officiellement le premier McDo ouvert en France en septembre 79. Incroyable. Et pourquoi aller travailler à McDo? Qu'est-ce que ça te disait déjà? Qu'est-ce que ça t'inspirait? Alors il faut comprendre qu'avant de travailler au McDo, même si quand je suis rentré au McDo, j'avais 20 ans, avant de travailler au McDo, j'ai travaillé dans la restauration classique. D'accord. Puisque j'étais parti à Strasbourg faire l'école hôtelière, qui est une école où on apprend le service, la restauration, la cuisine et le tourisme. J'ai travaillé dans la restauration classique, dans des restaurants autour de Strasbourg, un petit peu partout en France et à l'étranger. Et pour la petite histoire, j'ai eu le bonheur extrême, et je dis ça à dessein. Et en plus, aujourd'hui,
27 janvier, j'étais au service de Sa Majesté impériale, le Shah d'Iran. Ah ouais. J'ai travaillé en Iran pendant une petite année Mhm. au service de Sa Majesté impériale, de toute la cour impériale. Et c'était pour un jeune d'à peine 18 ans une expérience extraordinaire. Et comment on débarque Incroyable. là? Eh bien, quand j'étais à l'école hôtelière, un groupe hôtelier qui allait fabriquer sur l'île de Kish, en Mhm. Iran, un complexe hôtelier très avec- moderne. Ça a un rapport avec la Lorraine? Pas du tout. Aucunement. Pardon pour cette blague vraiment affreuse. Non, non, mais pas de problème. Mais le Shah d'Iran avait la volonté de construire sur l'île de Kish ce qui s'est passé à Dubaï, mais puissance 10, Mhm. plus noble, plus riche, plus pour les têtes couronnées. Mhm. Et j'ai été choisi parmi d'autres élèves pour partir sur l'île de Kish en Iran, où le Shah avait son palais, des hôtels, des casinos, des restaurants et ainsi de suite. Et j'étais là pour servir le Shah, le prince héritier qu'on a vu à la télévision dernièrement, la Shah Banu évidemment, et toute la famille impériale. Ça a dû être un choc incroyable. Non? Oui. Comment t'as vécu ça? Comme une chance inouïe. Comme une chance inouïe. Je te le redis, moi je suis fils d'immigrés, fils de mineurs de fonds, et j'allais servir le Shah d'Iran avec le caviar à la cuillère. Mhm. Évidemment, ce n'est pas du tout la même chose, mais derrière tout ça, c'était les mêmes personnes. Les personnes en Lorraine ont le même sourire que la cour impériale du Shah d'Iran. Ce sont des êtres humains, les vrais. La différence entre les deux, la vie, qui a plus ou moins de la chance, l'argent certainement, mais pour le reste, c'est que des hommes. Ouais, absolument. Mais quand on se retrouve dans une situation comme ça, certes, on peut philosopher sur la nature de l'homme, mais parfois elle est mal faite, cette nature. Donc probablement que tu es tombé sur des personnes qui t'ont beaucoup inspiré, où tu as pu te sentir à ta place. Mais est-ce que cette place-là, c'est celle où tu t'es dit, j'ai eu raison d'être là, et c'est ce que j'ai envie de faire tout le reste de ma vie? Qu'est-ce qui t'a fait ensuite rentrer en France? Alors, d'abord, tu dis, les personnes m'ont inspiré. Moi, je pense que les personnes autour de moi, comme aujourd'hui, d'autres, ainsi de suite, font leur vie, et c'est à moi de prendre ce que j'ai à prendre de mieux de eux. Les gens t'inspirent, mais c'est à toi de faire le choix de tout ça. Je suis maître de ce que j'ai à prendre ou à ne pas prendre, à évoluer avec telle ou telle situation. C'est très vrai. Donc c'est important de se dire ça, parce que les choses arrivent parce qu'on les a provoquées, parce qu'on a été les chercher, parce qu'on les a remarquées. Après, pourquoi je suis rentré en France? C'est parce que le Shah a été destitué. On est en 78, c'est la révolution iranienne, et je suis reparti en France avec tout le reste du personnel. Et c'est là où je suis revenu à Strasbourg, et j'ai rencontré ce que je ne connaissais pas, le premier restaurant McDonald's en France. Et qu'est-ce que tu as découvert? Un restaurant clair, propre, nouveau, nouvelle forme de restauration. Et je me suis dit que cette entreprise américaine, si j'y rentrais, allait me faire voyager dans le monde entier, comme je le faisais avant en Iran. C'était ça mon but, en fait. Et comment tu l'as déterminé? C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que tu choisis cette entreprise aussi te choisit, qu'on ne sait pas, en réalité, à cette époque-là, ce que ça deviendra. Pas du tout. On sait qu'en France, c'est devenu, je crois que c'est le deuxième marché, non, de McDo au monde. Oui. C'est extraordinaire. Donc c'est un pari, mais qu'est-ce qui t'a fait sentir positivement ce pari quand tu y rentres la première fois en te disant, bah, ça va être mon moteur principal? Parce que j'y ai cru, parce que j'avais plutôt confiance en moi, parce que je me suis dit j'y vais, si ça marche c'est bien, si ça marche pas c'est pas grave, on continue. Donc c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à de l'audace, quoi, en fait. C'est ça un peu ta vie? C'est une vie jonchée de paris et d'audace? Oui, tout à fait. Sans se dire qu'on pourrait regretter notre décision? Certainement pas. Et donc cette décision... L'audace, la chance,
Savoir remarquer toutes ces choses-là, savoir les happer quand il faut les happer, oui, absolument. Ouais. Alors, de quelle manière il faut aller les happer un petit peu avec les dents, en attendant que ça vienne directement à nous, en le provoquant justement, en fait, en favorisant davantage encore les rencontres. Une personne qui nous écoute ou un jeune, et on y viendra un peu plus tard dans notre conversation, parce que évidemment, il y a le fonds Yahoo dont on va parler et qui s'adresse directement justement à donner davantage de chance aux jeunes. Mais qu'est-ce que tu leur dis en repensant à ton propre parcours pour aller provoquer cette chance? Moi, je pense que la première des choses, et j'en reviens à ce que je te disais au départ, il faut être sûr de soi. Il faut savoir qui l'on est. Parce que à partir de ce moment-là, on sait mieux observer le reste du monde. Et quand je dis observer, j'ai envie de rajouter regarder, écouter et ne pas trop parler. Alors, tu sais que dans ce podcast, il va falloir que tu parles un petit peu, c'est ton invité. Ouais. Je vais faire de mon mieux. Mais tu vas me guider parce que je pense que tu es un pro. Mais il faut écouter, il faut regarder pour pouvoir après réfléchir à toutes ces choses qui nous entourent. Et comme on est bien costaud sur ses deux jambes, on sait remarquer les opportunités, la chance, les choses qui s'offrent à nous. Et quelle a été la nouvelle opportunité qui t'a fait quitter Strasbourg? Je suis resté avec McDonald's, mais partout en France. Moi, je voulais, avec cette enseigne, voyager. Donc, aller ouvrir le premier McDo à Metz, région d'origine, puis à Mulhouse, puis à Saint-Étienne, puis à Nice, puis à Marseille, et ainsi de suite. Et rester à chaque fois 2-3 mois dans chacune de ces villes et mettre en place ce que je savais faire, c'était extrêmement motivant pour moi. Mais à quel moment tu passes quand même d'un employé de la restauration qui ensuite va se charger du développement d'une nouvelle enseigne? Comment ça se passe? En fait, à l'époque, je travaillais dans les restaurants, mais on me demandait de me déplacer pour aider le nouveau franchisé à mettre en place son entreprise et son restaurant. En fait, j'étais grâce à l'expérience que tu avais emmagasinée. Oui, tout à fait. D'accord. Et tu as voyagé partout en France? Oui, beaucoup. J'ai découvert beaucoup la France comme ça, énormément. C'est vrai. Donc, tu l'as dit, Marseille. Ça fait combien d'accompagnements de création de une bonne dizaine. Ouais. Jusqu'au moment où tu te dis, peut-être que je vais ouvrir en fait mon propre restaurant. Bah oui, parce que ce que je faisais pour les autres, c'était magnifique. Ça me comblait de bonheur, de joie. Mais je me suis très, très vite dit que je pouvais le faire pour moi. Sauf que j'avais plusieurs problèmes. Le problème, c'est que j'étais salarié de McDo. Le deuxième problème, c'est que j'avais 24 ans. Et le troisième problème, c'est que j'avais pas d'argent. Ça fait beaucoup de problèmes. Ça fait beaucoup de choses à relever. Et pour être franchisé McDo à l'époque, il fallait avoir 40 ans, à peu près. Ah oui? Ok. Et 1 million de francs d'apport personnel dans sa poche. Et j'avais pas tout ça, moi. Et alors? Eh bien alors, tu aurais pu t'arrêter et te dire, comme beaucoup le font d'ailleurs, j'ai pas de pognon, je rachète pas une entreprise. J'ai pas suffisamment d'expérience, je ne candidate pas à ce poste. J'ai fait tout le contraire. J'ai fait tout le contraire. Chaque fois que j'ouvrais un nouveau McDo dans une ville de France, je rencontrais le PDG de France et je lui disais, quand est-ce que je serai franchisé à mon tour? Et il me regardait en rigolant et en me disant, t'es trop jeune, continue de travailler. Et à chaque fois, je faisais ça. Jusqu'au jour où il me dit, pourquoi pas, mais dans quelques années, parce que tu as mûri, mais dans 3 à 5 ans. Et je lui réponds, 3 à 5 ans, c'est beaucoup trop long, quoi. C'est maintenant que je veux être franchisé. Et ça faisait déjà combien de temps que tu travaillais et que tu développais la franchise? 9 ans. 9 ans déjà? 9 ans, ouais. Ok. Ça faisait 9 ans que je travaillais pour McDo, en fait. Donc ça veut dire que tu as à ce moment-là... j'ai 28 ans. À 28 ans. J'ai 28 ans. Presque 30. Oui.
J'ai 28 ans et puis j'ai eu de la chance Mhm. parce qu'il est accompagné d'une autre personne. Et cette autre personne, qui s'appelle Alain Sebat, Ok. lui dit, en s'adressant au PDG de McDo France, « Mon cher Tom, à chaque fois, il nous casse les pieds pour ouvrir un McDo. Rappelle-toi, tu viens d'ouvrir un McDo à Rennes, à Columbia. Il ne marche pas. Tu devais avoir un franchisé qui ne s'est pas présenté. Tu veux le fermer. Avant de le fermer, tu n'as qu'à lui filer. On verra Ouais. bien ce qu'il sait faire. L'épreuve du feu. Voilà. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'on m'a dit est-ce que tu connais Rennes ? J'ai dit non. Bon, va à Rennes, va voir le McDo. Si ça t'intéresse, tu pourras la voir. Et je suis arrivé à Rennes. Mais le million de francs, il n'a pas disparu. Ah non, j'avais pas d'argent. Ouais. J'avais toujours pas d'argent, mais c'est là où, quand on fait partie d'une belle, grande entreprise généreuse, comme celle que j'ai connue, que je connais, avec laquelle je travaille depuis maintenant plus de 40 ans, McDonald's, eh bien, on se rend compte qu'ils savent découvrir les talents et les aider quand il faut. Ouais. Ils m'ont permis de devenir franchisé sans acheter le restaurant. En achetant uniquement le stock, Ouais. j'ai fait un crédit pour ça, Mhm. et en me disant, tu as 3 ans pour acheter le restaurant. Ok. Très bien. Et donc, j'ai monté mon entreprise, racheté le stock avec un concours bancaire. Mhm. Et au bout d'1 an et demi, j'ai racheté le restaurant. Au lieu de 3. Au lieu de 3, oui, bien sûr. Quelle a été la sensation lorsque tu arrives à Rennes, que tu reprends l'entreprise, que tu reprends donc cette franchise et que tu fermes ton restaurant le premier jour? Est-ce que il y a une sensation particulière? Responsabilité. Mhm. Je continue à faire ce que je savais faire de mieux, déjà, pour commencer. Oui, Et- parce qu'il n'y et avait on- rien de nouveau en vérité. Absolument Tu rien. changeais de statut, mais rien n'était neuf. Non, je faisais juste ce que je savais faire, gérer un restaurant McDonald's. Donc c'était assez facile pour moi, sauf qu'il y avait en plus la responsabilité, le challenge qu'on m'avait confié. Ouais. Et puis ça a très bien marché, quoi, en fait. Ça s'est Ouais. très bien passé. Ça a été quoi le secret? Moi. Alors je le dis Le management? avec beaucoup d'humilité, hein. Ouais. Le secret, c'est le fait d'avoir une personne qui se sent responsable, qui Ouais. prend les choses en main, qui entraîne tout le monde et qui crée une énergie, une harmonie qui fait que les affaires prennent. Ouais. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ce que tu dis, c'est que la clé de la réussite, c'est le leadership. Et En que partie. ce leadership-là, il faut l'incarner. Oui, absolument. Avec une responsabilité. Ce que je veux dire quand je dis c'est moi, le leadership, mais ça c'est pour créer l'étincelle. Mais le feu, il prend avec les équipes autour de toi, quoi, en fait, hein. Il faut savoir les faire venir à toi et à ce niveau-là. Les équipes, justement, dans un modèle de restauration rapide, on n'est plus au début de McDonald's, donc à peu près une 10 ans d'expérience et d'existence. Donc c'est un modèle qui, malgré tout, alors peut-être que je me trompe, mais qui connaît des turnovers relativement importants. Et pour créer des choses et pour créer de la valeur, il faut en fait que ce turnover soit quand même relativement faible. Oui. Il est à la fois inhérent et c'est donc un défi. Est-ce que c'est un défi que tu as réussi à relever? Est-ce que ce leadership a été justement un moyen de retenir ses collaborateurs et donc de retenir ce qu'on appelle communément aujourd'hui, peut-être pas avant, mais aujourd'hui on appelle ça les talents? Est-ce qu'on trouve en cuisine et dans les restaurants justement des talents qui t'ont fait réussir à cette époque? Alors, des talents, il y en a chez tout le monde. Je ne connais pas une seule personne qui n'a pas un talent. Dans la restauration Faut le rapide, découvrir, quoi. oui, mais c'est un sujet à part entière, le talent chez les gens. Mais je voudrais d'abord répondre à ta question. Il y a un turnover assez important dans nos métiers, et particulièrement à Rennes, parce que nous sommes une ville étudiante. Et comme tu le sais, c'est beaucoup d'étudiants qui travaillent dans les McDo avec un contrat à temps partiel. Et donc, ces jeunes restent 1 année, 2 années maxi, et continuent leurs études.
Mais en même temps, il faut savoir créer dans cette entreprise des valeurs qui font que les personnes restent attachées à l'entreprise, mais des valeurs saines, comme par exemple bien faire son travail, respecter les clients, se respecter les uns les autres, respecter l'entreprise. Eh bien, quand tu crées ces valeurs-là et quand tu les incarnes, et qu'autour de toi, d'autres commencent à les incarner, toute l'entreprise est comme ça. Et là, il y a beaucoup moins de turnover. Ouais, c'est très très vrai. Et l'inverse, évidemment, marche. Si on a un management, un leadership toxique, des gens qui ne le sont pas d'ordinaire peuvent le devenir à l'égard de leur N-1, N-2 et compagnie. Les leaderships toxiques, ça dure pas longtemps, quoi, en fait. Ouais. Il faut même plus en parler de ces trucs-là. Une entreprise aujourd'hui ne peut fonctionner que si elle est gérée par des personnes humaines. Autrement, ça ne marche pas. Ouais. Mais tu as un appétit, ou alors peut-être m'expliqueras-tu que la motivation est ailleurs, mais malgré tout, tu as un appétit qui t'amène à développer un nouveau réseau de franchises à Rennes. Manifestement, tu t'y sens bien. Manifestement, le pari est réussi. 1 an et demi, le rachat de ce McDo que j'ai pu bien connaître pour avoir eu mes des bureaux à côté. Donc, tu appliques une stratégie nationale localement, celle d'une saturation territoriale, qui peut permettre parfois de se cannibaliser entre eux, les restaurants. C'était bien quoi cette stratégie-là qui aujourd'hui s'avère gagnante, mais c'était quoi cette stratégie? Qu'est-ce qui était, quelle était l'idée derrière cette expansion territoriale et cette saturation territoriale des McDo en région? Croire à son produit, écouter les besoins des clients et répondre aux besoins des clients. C'est-à-dire que quand vous avez un produit qui marche bien, eh bien, il faut aller vers les clients. Et ma stratégie, la stratégie de McDo, encore aujourd'hui, c'est d'aller mettre des restaurants, d'implanter des restaurants là où se trouvent les clients. Mais les clients, ils peuvent pas faire 500 mètres supplémentaires pour aller dans un restaurant déjà existant. Ça dépend du prix de l'essence. Ouais. Et ça dépend des bassins d'emploi, ça dépend de beaucoup de choses. Et puis, si à l'époque, McDonald's n'était pas très connu et on y allait occasionnellement, aujourd'hui, on y va bien plus souvent et tout le monde y va. Au début, seuls les jeunes y allaient, puis les familles. Et maintenant, tout le monde va au McDo, en fait. Donc, il faut bien un McDo pour tout le monde, peu importe là où tu habites. En fait, c'est vraiment une logique de maillage territorial, mais à l'échelle du quartier, voire de la rue. Ça signifie qu'il y a probablement autant de McDo qu'on peut avoir de bars PMU ou de salons de coiffure. On agit au plus près, c'est ce que tu dis, du client. Oui. Et il y a suffisamment de consommateurs, donc un taux de pénétration en fait, du pays qui est suffisamment élevé pour satisfaire tous les restaurants. Oui. Il y a quand même une adéquation entre le nombre de personnes possibles par restaurant. Donc, il y a quand même 2-3 calculs derrière tout ça, quoi. Ouais, d'accord, ok. Malgré tout, quand on développe une nouvelle franchise ou un nouveau restaurant face à un ancien, on peut considérer que c'est un peu violent, en ce sens que c'est prendre donc des risques. Est-ce que tu as mené des batailles comme ça d'implantation de restaurants qui se sont avérés être des échecs? Ou alors tu as mené l'ensemble de la création de restaurants à leur terme? Alors d'abord, je n'ai pas fait tout ça tout seul, évidemment. Ouais. Il y a tous les services du siège de McDo qui m'y ont beaucoup aidé. Ouais. Mais bien évidemment que certains endroits, on aurait voulu y aller, on n'a pas pu y être. Comme pour plein de raisons. Ouais. Mais parce qu'il n'y avait pas assez de mètres carrés, un terrain pas disponible, ou on ne pouvait pas y implanter de la restauration à cet endroit-là. Enfin, ce genre de choses. Problématique de foncier et de PLU. Quoi. Oui, absolument. Il y a un endroit dans lequel McDo s'étend considérablement. Il y a encore quelques années, ça n'était pas le cas.
Et je pense très probablement que d'ici quelques années, il y en aura absolument partout. C'est dans les aires d'autoroute. Oui. C'est le dernier maillage des Non, McDonald's en je ne France. pense pas que ce soit le dernier. Je pense que ça fait partie des maillages nouveaux, Ouais. bien qu'on y est depuis quelques années, mais Tu on y es, est- toi, avec Non. tes restaurants? non. Donc, comme tu le sais, en Bretagne, les autoroutes sont gratuites. Il n'y a pas d'autoroute. Il n'y a pas d'autoroute. Ouais. Donc, ce dont on parle là, c'est les maillages sur les autoroutes payantes, qui Ouais. sont des concessions gérées par des sociétés et qui font des appels d'offres avec toutes les enseignes de restauration et choisissent. Ouais. Donc, c'est des concours à chaque fois. Bon, le concours, c'est celui avec ma femme quand on est sur l'autoroute, c'est de savoir s'il va y avoir un McDo au prochain arrêt. Bravo. Très bien. Tu sais que tu as des applications pour ça maintenant. Il y a des applications, ouais. Non, un McDo, c'est, je pense, vraiment inscrit dans notre histoire. Évidemment, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas te résumer à ça. On va en parler. Mais comment as-tu aperçu, comment t'es-tu rendu compte, comment as-tu vécu la transformation et la perception surtout de McDo en France? Parce que France, c'est quand même un pays de la gastronomie. Ici, on est sur le fast-food. On était avant, peut-être que ça a changé. Je pense que ça a changé, tu me diras, sur des prix extrêmement accessibles. Maintenant, c'est devenu quand même un peu plus cher, mais parce que tout coûte aussi plus cher. C'est un lieu social, c'est-à-dire on y va parce qu'on y rencontre aussi des gens, parce qu'on s'y retrouve entre amis. Mais maintenant, on a Uber Eats, on a Deliveroo, donc on n'a même pas besoin de lever son petit doigt. On pouvait penser d'une certaine manière que McDonald's et le travail à McDonald's, c'était une forme de précarisation. On a trouvé encore plus précaire avec les livreurs. Comment tu vois en fait ces mutations et territoriaux et économiques et sociaux, d'une part, mais aussi la transformation de l'image même lors de ces dizaines d'années de McDonald's en France? Alors d'abord, je voudrais te préciser que la France est une terre d'asile gastronomique. Ouais. Regarde bien ce qui se passe autour de toi. Tu as des brasseries, tu as du burger, de la pizza, du couscous, des sushis. Enfin, le monde entier, la cuisine mondiale est représentée et acceptée en France. Ce qui n'est pas vrai dans tous les pays. Donc, ça résume bien pourquoi McDo a réussi en France et pourquoi beaucoup de restaurations réussissent en France. Parce que les Français sont curieux de nouvelles restaurations. Donc, ça nous a beaucoup aidé, ce truc-là. Après, la restauration évolue. Les formes de consommation évoluent. On mange plus à emporter, voire maintenant en livraison. Et on verra ce que ce sera demain, en fait. Donc, mais c'est la vie, ça. Les choses changent, évoluent. Justement, le deal des chaînes de restauration, comme de toutes les entreprises, c'est non seulement de s'adapter, mais c'est de prévoir ces changements pour les précéder, pour les accompagner. Est-ce que tu vois cette enseigne comme un des principaux moteurs d'ascenseur social et de progression sociale en France? Absolument. Ouais. Tout T'en à es fait. une preuve déjà. Mais non seulement j'en suis une preuve, mais je suis un acteur de cela et je l'ai vu autour de moi. Toutes les personnes que tu vois chez McDo, qui sont directeurs, superviseurs, patrons de pays, patrons de région, ont tous été équipiers au départ. Ouais. Et si tu montes d'une échelle, l'Europe, c'est pareil. Le monde, c'est pareil. Ouais. Donc, c'est vraiment une entreprise où l'ascenseur social fonctionne extrêmement bien, où la formation fonctionne bien, où repérer les bonnes personnes qui vont faire les cadres de demain fonctionne bien. C'est une entreprise modèle pour ça, en fait. Et les personnes qui... parce que c'est une pyramide. On part de la base, elle est large, et au fur et à mesure que l'on a envie de monter, ça devient plus étroit. Il y a quand même... Tout le monde ne veut pas monter. Tout le monde ne veut pas monter, mais parmi ceux qui veulent monter, il y a comme une forme de compétition. Absolument. Quelles sont les attentes d'une organisation comme McDo pour choisir parmi
ses Personnel. potentiels et son personnel, celles et ceux qui ensuite justement progresseront et auront des responsabilités. Ben, c'est comme dans toutes les entreprises du monde entier. Il faut trouver les bonnes personnes qui ont la personnalité, les compétences, le talent, on en parlait tout à l'heure, Mm. le courage, l'audace de vouloir accéder à cet ascenseur social qu'on leur offre. Mm. Parce que des offres, il y en a beaucoup. Des possibilités, il y en a des tonnes chez McDo, puisque nous continuons à ouvrir des restaurants. Mais ça ne peut pas convenir à tout le monde. Et puis, heureusement que Bien tous sûr. les étudiants qui viennent chez McDo ne finissent pas comme cadres chez McDo. Certains deviennent médecins, chirurgiens, et dans tous les métiers de l'audiovisuel, enfin, dans tous les métiers. On ne peut pas répondre à la demande de 100% de la population, ce n'est pas possible. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Ça ne concerne évidemment pas que McDo, mais ça concerne un sujet éminemment important qui est celui de l'emploi étudiant ou des emplois alimentaires quand on a envie de passer d'un statut à un autre. Prenons par exemple, je sais pas, un jeune comédien, un jeune chanteur, un artiste, ou effectivement, tu l'as évoqué, un étudiant en médecine ou en grandes écoles qui est issu de classes populaires qui n'ont pas les moyens, ou que les parents n'ont pas les moyens de financer leurs études. Et donc, c'est soit en fait ils se résignent à aller travailler, ou soit ils trouvent un travail qui leur permettra ensuite, effectivement, de poursuivre leurs études. Et c'est ici qu'on s'aperçoit, et c'était la question initiale, du rôle social et politique qu'une entreprise a à l'égard d'un pays pour former, d'une part, en fait, effectivement, ces futurs médecins, pour leur donner les moyens de se former et de financer leur formation, et donc de doter le pays d'une nouvelle catégorie, d'une nouvelle classe de professionnels qui va considérablement diversifier ses talents. Une entreprise comme McDonald's Ouais. a plus qu'un rôle social de richesse. Ça va bien au-delà. C'est ce que tu dis. Nous avons des centaines et des centaines de personnes qui entrent dans la vie active en commençant leur premier job chez McDo. Ils mettent le premier pas dans l'entreprise chez nous. Beaucoup d'entre eux vont avoir une suite managériale chez McDo et d'autres vont rentrer dans la vie active. Une entreprise, ça doit distribuer plus que des richesses. Ça doit distribuer de la vie. Ça doit distribuer des tonnes de choses. Une entreprise, c'est fait pour... c'est pas hors sol, justement, une entreprise. C'est sur son territoire. Ça doit faire vivre son territoire avec ses moyens. Et je pense que chez McDo, mais les autres entreprises, c'est pareil. On fait le job pour ça. On fait le job. On va aborder une question que j'ai mis en fait dans mon introduction sur le rôle de l'État et la substitution même du rôle de l'État. Pour recontextualiser, donc on l'a dit, une vingtaine de restaurants. T'en as cédé à ta fille, peut-être qu'on y reviendra ou pas. C'est pas vraiment le cœur du sujet. Ça aurait pu. Donc le fonds Yao, tu vas nous présenter à un moment donné ce fonds de dotation Yao. Tu as des mandats aussi, notamment à la CCI, me semble-t-il, et quelque chose qui n'est pas privé, qui est public même, parce que tu as des responsabilités publiques à cet égard. Tu es frère, tu es franc-maçon, donc c'est aussi des engagements sociaux, philosophiques, spirituels supplémentaires. Donc tu ne fais pas que gérer une entreprise, tu vas bien au-delà. Tu administres presque une sorte de petit territoire, tu vois. Il y a une économiste américaine qui s'appelle Kila Scanlon, qui est aussi créatrice de contenu sur YouTube, a fait des choses vraiment très, très, très intéressantes. Elle parle d'infrastructure, d'attention et de pouvoir. Okay. Donc ma question, c'est de savoir, à partir de quel moment tu as senti que le rôle que tu occupais était un rôle que l'État n'occupe plus, ou plus trop,
ou est en recul sur le service qu'elle rend, et notamment aux plus jeunes? Je n'ai jamais cherché à remplacer l'État. Et je ne crois pas que c'est le rôle des entrepreneurs que d'essayer de remplacer l'État. Nous avons juste des responsabilités sur notre territoire. On doit accompagner l'État, on doit accompagner la communauté locale dans tous les domaines qui nous sont possibles. Je pense que c'est ça notre rôle. Ce n'est pas faire à la place d'eux, mais faire à côté d'eux. On s'aperçoit malheureusement que si sur le papier c'est exactement cela, accompagner, être partenaire, collaborer ensemble, malgré tout, l'État, face à des difficultés budgétaires toujours plus importantes, face au recul des services publics dans les territoires, désertification médicale, diminution drastique aussi des subventions aux associations sportives ou culturelles, les associations et l'ensemble des personnes bénévoles sur un territoire se tournent vers les entreprises. Alors effectivement, normalement, en fait, les entreprises n'ont pas à se substituer ou à pallier le manque à gagner ou des ressources de ces associations-là. Mais force est de constater malgré tout que c'est un peu ce qu'il se passe, et que si ça ne se passait pas comme ça, il y a de très très nombreuses initiatives qui mettraient la clé sous la porte. Quand tu as parlé de mon CV tout à l'heure, tu as cité chef d'entreprise, fondateur de fonds de dotation, s'occuper des jeunes, les mandats à la CCI. Tu as même dit que j'étais franc-maçon. Mais tu n'as pas dit, parce que je ne suis pas homme politique. Chacun son boulot. Moi, je me sens responsable de mon entreprise et, à travers mon entreprise, de mon territoire, dans les domaines qui me sont propres. Je ne veux surtout pas me substituer à l'État. Ce n'est pas la voie que j'ai choisie. Ouais. Je pense que c'est pas une flagornerie. Et Nouveau Récit n'est pas un podcast, en fait, pour faire de la publicité. Là, on est là pour creuser les choses. Mais ce que j'entends quand tu dis que tu n'es pas un homme politique, moi, c'est ce que tu dis. Moi, ce que j'entends, c'est je suis un citoyen. Et donc, Oui. un citoyen engagé et responsable. Responsable, c'est le mot. Responsable. Nous avons tous, toute une responsabilité. D'abord, envers nous-mêmes, puis envers sa famille, puis les autres autour de soi. Faisons déjà ça. C'est déjà beaucoup. Ouais. C'est déjà beaucoup. Est-ce que tu estimes, là aussi il y a une petite coquetterie politique, tu Je te m'excuseras. vois venir. Je te vois venir. Non, ça l'est pas tant, même si c'est le sujet quand même du podcast. Tu vois, c'est interroger le rôle des entreprises un peu dans la manière dont ils peuvent contribuer au bien commun, au mieux commun. Mais, est-ce que j'ai oublié ma question? Est-ce Bah, que tu as beaucoup de chance, je l'ai oublié. ça reviendra? Ça reviendra. Ça reviendra, ouais. Mais on continue quand même, en fait, sur ce dilemme du service public. Yahoo. L'insertion, c'est normalement la formation. Donner une chance, en fait, aux jeunes, c'est censé être un mandat de nos gouvernants. Tu vois, c'est quand même l'école, l'ascenseur social, c'est d'abord en fait le mérite républicain, c'est celui en fait que l'on va retrouver grâce à notre parcours académique et étudiant. Mais si en fait on peut avoir toutes et tous la même formation en fonction de ses capacités, de ses facilités, et de son travail, on peut parfois, souvent même, être très inégaux face au réseau. Et finalement, en fait, à ces chances supplémentaires de réussir que tu as pu connaître parce que tu as fait les bonnes rencontres. Et donc, tu as décidé de créer Yahoo pour accélérer un petit peu les choses avec certains d'entre nous. Oui, tout à fait. Yahoo a pris racine en moi de par mon parcours de vie, en fait. J'étais pas destiné à devenir chef d'entreprise, là d'où je viens. Et pourtant, c'est le cas. Pourquoi? Parce que, en ce qui me concerne, une entreprise m'a tendu la main. On s'aperçoit, quand on regarde ça, qu'il y a certainement beaucoup de jeunes qui n'ont pas les réseaux, pas la chance, pas les parents, pas l'argent, mais qui sont en capacité de faire des choses pour la communauté.
C'est là où intervient Yao. Moi, je suis un chef d'entreprise responsable. Et je ne serais pas un chef d'entreprise accompli si je n'avais pas créé Yao. C'est-à-dire que c'est bien de monter sa boîte, c'est bien de réussir. Mais si ça s'arrête là, c'est pas grand-chose. Pour que ce soit complet, il faut tendre la main aux autres, la transmission. Et comme l'État, parce que tu voulais parler un peu politique, il n'y a pas en France vraiment d'école pour devenir chef d'entreprise. Il n'y a pas d'école où on t'apprend à avoir confiance. Eh bien ça, c'est remplacé par Yao. Et Yao, c'est qui? Ce sont autour de moi des chefs d'entreprise aguerris avec les valeurs dont on parle là, des valeurs de transmission, de générosité, de vouloir rendre à son territoire ce que son territoire vous a donné, et qui tendent la main à des jeunes, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur personnalité, leur talent, le métier qu'ils choisissent, la boîte qu'ils veulent ouvrir, pour leur donner d'abord, je reprends, pour leur donner d'abord confiance. Ce que les jeunes veulent, c'est qu'on leur fasse confiance. Eh bien, c'est ce qu'on fait à Yao. On leur fait confiance et on leur dit la vérité. Et nous avons aujourd'hui plus de 550 entreprises suivies à Yao, par plus de 350 parrains du département, enfin de Bretons, qui aident ces jeunes, qui se mettent à leur portée, et pas le contraire. Il y a un effort de nos chefs d'entreprise du département de se mettre à la portée des jeunes, de parler le langage des jeunes. Et c'est pas du style tu viens me voir demain à ton bureau. Non, pas du tout. Tu es où? Je viens te voir. Tu as besoin de moi? Je suis là. Enfin voilà, on renverse les choses, on change de posture, on leur fait confiance et on les aide. On les aide comment? D'abord, je répète, en leur faisant confiance. Après, en les écoutant avec humilité, en étant sincère, en leur disant la vérité. Parce que quand il faut leur dire la voie que tu as choisie n'est pas la bonne, il faut avoir le courage de le dire. On les aide en leur faisant rencontrer les autres chefs d'entreprise de Yao. Il y en a 550. On les aide en faisant rencontrer les autres jeunes à Yao qui ont les mêmes problèmes. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on s'entraide entre nous. Et ça part de l'initiative de chefs d'entreprise qui ont ces valeurs-là, ces valeurs bretonnes. Humanistes. Ces valeurs comme ces banques sociétaires, en fait. Ouais. On manage le territoire tous ensemble dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et on le fait pourquoi? Parce qu'on est des gros égoïstes. Parce que demain, il faudra bien qu'on vende nos entreprises. À qui on va vendre ça? On va vendre ça à nos jeunes, qu'on aura préparés. Et ces jeunes qu'on aura préparés, ils vont être meilleurs que nous, parce que nous, on n'a pas tous eu cette chance-là. Eux l'ont tous. Voilà, on apporte sur le marché une nouvelle génération de jeunes chefs d'entreprise dont on a tant besoin et qui font marcher la Bretagne et la France sans que ce soit politique. Tout ce que tu dis est éminemment politique. Je remarque un truc qui est très drôle, mais qui me surprend pas en vérité. C'est que tu parles quand même infiniment mieux et plus de Yao que de toi ou de tes idées. C'est drôle. Donc, et ça témoigne justement, en fait, probablement de ce que l'entrepreneur humaniste a envie de donner à l'autre, plus qu'il a envie de se mettre lui-même en avant, avec cette dimension que tu évoquais, cette humilité. Ce que je retiens de tout ce que tu dis aussi, et tu l'évoques, et je crois que tu le dis souvent, c'est rendre à son territoire. Oui. Et rendre à son territoire, ça signifie une seule chose. Ça signifie qu'on ne s'est pas fait tout seul. Donc, l'image du self-made man que j'ai évoqué en introduction, en réalité, n'existe pas. On ne se fait jamais tout seul. Jamais. On n'existe pas tout seul. La seule chose qu'on se doit à soi-même, je le redis, c'est d'être sur ses deux pieds
On doit se connaître, se renforcer. Ça, oui. Pour le reste, c'est fait avec les autres. Tu sais, je raconte souvent ça, mais je crois que c'est Jacques Attali qui disait ça. Qui disait, regardez mon téléphone. C'est le plus beau téléphone du monde. Il sait faire ça, il sait faire ça. Je saurais faire 10 000 choses avec. Mon seul problème, c'est que je suis le seul à avoir ce téléphone et je peux communiquer avec personne. Voilà. C'est ça le truc. On n'est pas seul sur Terre. Nous sommes ensemble. Ensemble, dans la même galère ou dans le contraire, un beau pays. Ouais. Et on a, nous, la chance d'avoir un beau pays comme la France et une région extraordinaire, la Bretagne, je le redis quand même. On est gâtés. Hein. Eh bien, notre responsabilité, c'est de donner ça aux jeunes générations, mieux qu'on l'a reçu nous-mêmes. Absolument. J'ai reçu à ce micro Ronan Lemoyle, je pense que tu dois connaître, non, d'Épopée Gestion, ancien boss de Crédit Mutuel Arca, je vais y arriver, Fortunéo aussi, qui défend un principe simple, c'est que ce téléphone, alors, il sert aussi à communiquer, à s'ouvrir au monde et à ne pas refuser de rencontrer l'autre. Et c'est comme toi, hein, il s'est fait à force de rencontres et de saisir ces opportunités qui se sont présentées. Mais aucune opportunité ne se présente si on reste tout seul dans son coin et qu'on ne dialogue pas et qu'on n'échange pas. Et si on n'a pas, pardonne-moi, je te coupe, Non, vas-y. l'humilité de la voir, cette opportunité. Il y a plein de choses qui passent devant nous. La chance, elle passe. Plein de choses passent. Mais si on se sent trop fier, trop grand, trop arrivé, on voit rien du tout. Tandis que si on reste humble, dans la perception du monde, on voit tout ce qui se passe. Ouais. Je me souviens de ce que je voulais dire et c'est tout à fait ce que tu évoques là. C'est la priorité dans sa construction. Et qui a le plus d'influence dans la manière dont on se construit et on progresse? La question, c'est de savoir, est-ce que c'est d'abord le collectif qui prime, puis après qui aide l'individu à grandir, ou est-ce que c'est l'individu, au contraire, qui doit réussir à se former et participera ensuite à l'essor et au progrès du collectif? T'en penses quoi? D'abord, on n'échappe pas au cocon familial, je le redis. Ouais. On vient tous de parents, de famille. Ça, c'est le premier point. C'est le premier collectif. Et c'est le premier collectif. Après, la personne la plus importante au monde, c'est moi. La personne la plus importante au monde, c'est moi. Maintenant, les autres. Les autres sont extrêmement importants. Parce qu'ils nous aident à comprendre le monde. Même les autres qui disent des bêtises. Surtout les autres qui font des bêtises. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir, si on a un brin d'humilité, ce qu'on ne voudrait pas faire. Voir chez les autres tout ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de pas bien, et de faire le tri. J'ai un gros problème, c'est que à cet égard, je manque beaucoup d'humilité parce que les gens, bon, j'estime que les comportements ou les idées sont un peu, je vais utiliser un gros mot, mais qui sont un peu cons. C'est vrai que je fais très peu d'efforts à leur égard. Est-ce que tu crois que c'est mal ou que c'est pas bien ou qu'il faudrait se comporter différemment? De ne pas faire d'efforts, tu disais, à l'égard de... À l'égard, en fait, des personnes qui se comportent mal ou ont des idées évidemment, en fait, on n'adhère pas du tout. T'écarter des personnes que tu penses être plus toxiques pour toi. Exactement. Ouais. Alors, d'abord, moi, je pense qu'il faut, je redis, prendre le meilleur de chacun, et même ce qu'il y a de pas bien, pour s'en servir, pour ne pas le faire. Maintenant, c'est pas la peine d'aller se mélanger avec des personnes qui sont vraiment trop toxiques. Sauf à être en capacité à les faire revenir à des choses bien meilleures. Mais si on n'est pas assez fort pour ça, il faut surtout pas le faire, quoi. Parce que c'est toxique, justement. Comment vois-tu cette différence générationnelle dans tes restaurants? On parle beaucoup de la Gen Z.
Est-ce que tu penses qu'ils sont différents à la fois dans leur manière d'appréhender le travail, dans la manière dont ils travaillent, dans la manière dont ils envisagent le futur? Comment ça se passe dans tes restaurants avec eux? Est-ce que tu penses que tu es le même que ton grand-père? Non, pas du tout. Chaque génération a ses propres personnalités, ses propres façons de faire, en fait. Et ça continuera toujours comme ça. C'est normal. Le monde évolue. L'humain évolue. Donc les jeunes, qui sont le début de l'humanité, évoluent. J'ai toujours connu des générations comme ça qui se succèdent les unes après les autres. Et chacune des générations s'adapte au monde qu'on leur offre. Donc si les générations qui sont devant nous ne nous plaisent pas, ben c'est de notre faute. Parce que c'est ça qu'on leur a offert. Et eux se débrouillent avec ça, en fait. S'adapter au monde qu'on leur offre. C'est très bien dit, ça. Donc, ça signifie probablement qu'on leur donne pas forcément un monde en bonne santé. Ça signifie qu'il faut prendre conscience que nous avons toutes et tous une responsabilité. C'est ça que ça signifie. Et quand on pense à soi, il faut penser aux autres. Alors, tout doucement, ça pourrait aller mieux. Mais malgré tout, il y a des enjeux économiques derrière. Parce que on voit l'économie se modifier, on voit les attentes se modifier, on voit les priorités aussi changer, avec très souvent des jeunes qui, on appelle ça la gig économie, l'économie en fait des petits boulots. Ils vont souvent vouloir avoir plein de petits boulots précaires et être extrêmement libres, plutôt que d'avoir des boulots, certes alimentaires, mais un peu plus durables. Donc ça remet aussi un petit peu en question la manière dont vous recrutez, dont les restaurants peuvent fonctionner. On l'a vu aussi avec le Covid, ça a complètement chamboulé les choses. Tu le dis, c'est vrai, le Covid, c'est aussi l'état du monde tel qu'on leur livre. Et on les retrouve plus, en fait, notamment dans la restauration et dans l'hôtellerie, ces jeunes. Il faut s'y adapter. Comment tu t'y adaptes? D'abord, si les jeunes préfèrent voyager plutôt que de travailler, la première chose qu'on peut se dire, c'est que tant mieux pour ceux qui veulent travailler. Ah oui. Ça laisse de la place. Ouais. Plus de place, plus d'opportunités. Les autres trouveront bien leur bonheur ailleurs. D'ailleurs, ils l'ont trouvé en voyageant. On verra bien ce qui se passe pour eux. Après, moi, je pense que c'est un mouvement qui sans doute ne restera pas en l'état. Ça va bouger, ça va changer. Les gens partent beaucoup parce que le monde est plus petit. Pour nous, aller à l'autre bout de la France, c'était tout un exercice pas possible. Aujourd'hui, pour un jeune, aller à Los Angeles, c'est rien du tout, quoi. Tout s'est démocratisé. Donc c'est bien qu'on leur a offert cette possibilité. Puisqu'on leur a offert, ils l'utilisent. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ils l'utilisent. Eh ben tant mieux. Ils seront un peu moins bêtes que nous l'étions. Parce qu'ils voient d'autres cultures, d'autres façons de penser, ils entendent d'autres musiques, d'autres chansons, d'autres langues. Ils seront, in fine, bien meilleurs que nous et plus humains, je pense. Plus à accepter les autres dans leurs différences. Donc, il faut J'attends leur retour, moi. Ouais. Moi, je pense qu'il faut les encourager. Il faut les encourager. Mais évidemment, si j'étais un homme politique, je dirais, j'espère que les cerveaux vont revenir. Évidemment. Mais il faut laisser faire la nature. On verra bien. Mais comme je pense que la France, c'est sans doute un des plus beaux pays du monde après l'Italie, je pense qu'il faut revenir. C'est un très beau pays, l'Italie. Magnifique. Je ne connais pas si bien. Je connais un peu les Pouilles, avec Lecce, très très belle ville, Venise, Rome. Je pense que les deux plus belles villes au monde sont Paris et Rome, évidemment. Il y en a plein d'autres en Italie qui sont très belles. Et en France aussi. Florence. Florence, mais c'est très pointu, Florence. C'est quoi ta ville préférée en Florence? En Italie? Écoute, moi j'ai plusieurs... Partout c'est bien en Italie. Mais je vais t'expliquer. Si tu veux aller en Italie pour faire des achats de meubles,
de mode, de choses comme ça, tu vas à Milan. Milan, ouais. Si tu es empreint, tu as envie de culture, tu vas à Florence. Si tu es amoureux, tu vas à Venise. Si tu veux tout ça, tu vas à Rome. Est-ce que dans le Lonely Planet, c'est écrit comme ça ou pas? Je Ou sais pas, il faudrait que c'est- tu proposes. C'est comme ça que je le vois en tous les cas. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis, tes parents italiens? C'était quoi les valeurs qu'ils t'ont transmis? D'abord, le travail, le sérieux et le fait de s'adapter à toutes les situations. Mm. Tu sais, quand tu traverses l'Europe en train, j'allais dire à pied, mais bon, en train, pour aller chercher fortune ailleurs, tu viens avec une immensité d'humilité. Parce que tu as besoin de t'adapter, tu as besoin qu'on t'accepte. Ils m'ont appris tout ça. Ils m'ont appris à jamais critiquer personne. Hmm. Parce qu'on ne pouvait pas critiquer quand on était immigré, de peur de gêner. Donc, ce genre de choses. Puis ils m'ont appris d'être exemplaire. Hmm. Et plein de choses que j'oublie là, mais que je porte en moi. Hmm. Et comment portes-tu ce bagage? Alors, on en parlera en off. Il faudra qu'on en parle en off. Mais Ah. tu es communément... On a le droit de parler en off ici? Tu es ce que l'on appelle communément un transclasse. Les transclasses, ce sont ces personnes qui sont nées dans une classe sociale Mhm. et qui, par la force de leur travail ou de leurs valeurs ou de leur parcours, passent à une autre classe sociale et souvent élevée. On sait à quel point c'est difficile de passer de l'un à l'autre. Tu as fait un saut assez important. Qu'est-ce que tu transmets toi-même à tes enfants qui ne le seront probablement pas transclasse, sauf à créer, je sais pas, en fait, une start-up à être cotée en bourse. Ils ne le seront probablement pas. Donc, qu'est-ce que l'on peut justement en fait transmettre à ses enfants quand on est soi-même transclasse? Ma plus grosse crainte a toujours été d'avoir des gosses de riches. Ouais. Alors tu vois, c'est ça que je veux leur transmettre. D'être des hommes tout court, avec des valeurs d'humanité et puis tout ce qui va autour de ça, d'abord. Pour le reste, l'argent, c'est un confort indéniable. Indéniable. Il faut surtout pas se dire de bêtises. Et puis on travaille tous pour cela, pour améliorer sa vie, améliorer son éducation, améliorer plein de choses et améliorer autour de soi. Parce que l'argent bien utilisé, c'est extraordinaire. L'argent ostentatoire, c'est horrible. Donc c'est ce genre de choses que j'essaye de transmettre à mes enfants. Mais surtout, je leur dis, ne soyez pas des gosses de riches. Autrement dit, ne soyez pas des petits cons. Exactement. Exactement. Ouais. Oh, ne soyez pas des petits cons. Restez l'homme, la femme que vous êtes. Ouais. Regardez autour de vous. Regardez le monde comme il est. Gardez les pieds sur terre. Hein. Vous enivrez pas de conneries. Ouais. Et donc, on en vient à un sujet, c'est que en réalité, tes enfants deviennent ce qu'ils sont par la force de l'éducation. C'est parce que Et de l'exemple. Et de l'exemple, c'est parce que tu t'es toi-même pas enivré, justement, Oui. en fait, de ce nouveau statut social et économique, que tu donnes des clés de compréhension à tes enfants. Tu vois. Ouais. Et c'est pas l'école, c'est peut-être un peu aussi l'entourage, c'est le milieu aussi. Ils ont connu leurs grands-parents. C'est peut-être une Très question peu. un peu, très peu. Très peu. Très Ouais. peu. Mais un petit peu, oui. Ouais. Donc ça veut dire aussi, d'où vient ma famille, hein? Mm. Qu'a-t-elle traversé? Est-ce que j'ai entendu le récit de leur traversée entre l'Italie et les mines lorraines? Oui, évidemment, tu es là en fait pour le leur transmettre. Mais cette transmission, cette progression, j'y reviens, mais c'est parce que c'est la thématique et ce qui m'intéresse. C'est pas l'école qui t'a fait grandir, c'est l'entreprise. On y revient, c'est McDonald's. Parce que il y a certes en fait ce capital économique, mais il est tout à fait dissocié en fait au capital culturel. Et on sait
évidemment qu'on progresse aussi et beaucoup parce qu'on a un capital culturel et intellectuel qui nous permet ensuite d'accéder à... Que ce soit d'ailleurs, en fait, les études, c'est pas la panacée. Hein. C'est pas parce qu'on a fait des grandes études, en fait, qu'on est sorti d'affaires. Et c'est pas parce qu'on n'a pas le bac qu'on réussira jamais dans sa vie. Et c'est là où intervient des entreprises engagées comme McDonald's. Moi, j'ai eu cette double chance d'être dans une grande entreprise comme McDonald's, mais en plus, c'est une entreprise populaire, Oui. proche des gens. On n'est pas dans le luxe extrême. Donc ça a beaucoup aidé par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. Et puis concernant mes enfants, parce que pour moi, en tous les cas, c'est important, moi, je crois avoir plutôt pas trop mal réussi. Alors, j'ai pas tout réussi. Hein. J'ai loupé plein de trucs. Par contre, ils ont le sens de la vie, le sens des autres. Et je peux partir tranquille, quoi. Tout va bien. Qu'est-ce que tu as loupé et que tu referais différemment? Plein de choses. Ouais. Tellement que je pourrais pas t'en citer Au jeune quelques-unes, papa mais que je suis, et tu te dirais non, alors surtout Fouad, fais attention à ça. non, mais les fois où je me suis loupé, c'est quand j'ai maltraité les gens, j'ai mal parlé aux gens, j'ai mal jugé les gens. À chaque fois, je me suis loupé. J'ai manqué de discernement, de tempérance. J'ai voulu aller trop vite parce que je suis d'un tempérament fonceur. Hein. Donc, je sais que j'ai dû maladroitement, sans le vouloir, en brusquer quelques-uns. Donc, j'ai loupé toutes ces choses-là. Mais j'ai fait aussi des choses bien. Ouais. Tu serais pas devant moi si tu avais tout loupé. Ou Je sais plutôt pas. la majorité. On va passer en fait à une partie un peu plus prospective. On va essayer d'imaginer... on va essayer de s'imaginer en 2030, 2035. Parce que, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais McDonald's, la restauration, c'est pas que McDonald's, mais la restauration en règle générale, mais je pense aussi la restauration rapide en particulier, c'est un lieu de rencontre. On a commencé à mettre des bornes. Donc, on commence à diluer un peu ces rencontres. On y met... Les bornes ne diluent pas les rencontres. Ouais, tu trouves? Les bornes servent à commander des produits d'une autre façon. Ouais. Tu te souviens à l'époque, quand tu allais au McDo, tu étais peut-être trop jeune, tu avais un comptoir avec 10 caisses et des files d'attente. Ouais. C'est ça qu'on a éliminé, en Ouais. fait. Et les gens se retrouvent toujours en salle. Ouais. Et C'est ceux qui se font livrer chez Uber, tu me diras, mais ils ne sont pas en salle. Ouais. Oui, mais la plupart du temps, ils sont entre copains, entre familles, et se font livrer. Donc, ils se retrouvent à la maison. Ouais. La nourriture, la restauration, ça sera toujours un lieu de partage, de rencontre et de discussion, chez McDo et ailleurs. Ouais. C'est quoi l'évolution du service à McDo, alors? Est-ce qu'on se fera livrer par drone? Est-ce qu'il y aura d'autres manières, justement, d'organiser les cuisines et le service? Certainement qu'il y aura ce genre d'évolution. Moi, je pense que les drones vont plus intervenir. Je pense que l'évolution de nos cuisines un peu plus robotisées va continuer à évoluer. Il y a une chose qui ne changera pas chez McDo, parce qu'on aurait pu déjà le changer depuis longtemps, c'est qu'on ne remplacera pas les hommes par des machines. Parce que ça, c'est possible aujourd'hui. Tu sais qu'on a des cuisines où il y a 10, 15 personnes qui travaillent. On pourrait faire tourner la cuisine avec 3 personnes. Ah ouais? Mais on ne le fait pas. C'est un choix stratégique de l'entreprise. Ok. Donc ça ne changera pas. Donc tu dis c'est un choix stratégique, mais ça signifie que derrière, il y a un bénéfice attendu. Et c'est quoi ce bénéfice Certainement. attendu? Les valeurs de ce que représente l'entreprise en elle-même, faire vivre des gens sur le territoire qui consommeront sur le territoire, par exemple, puisque tu étais très branché là-dessus tout à l'heure. Ouais. En fait, c'est ça le rôle d'une entreprise.
C'est de distribuer des richesses pour qu'ils consomment sur le territoire, qui font vivre toutes ces entreprises et les gens du territoire. Ouais, absolument, absolument. Comment tu as vécu, c'est peut-être une aparté, mais c'est même une aparté parce que je n'y avais pas du tout pensé. Il y a quelques mois, on a beaucoup valorisé et mis en avant un équipier de McDo. Alors, je ne sais plus en fait dans quel McDo il était. C'est devenu en fait un créateur de contenu. Blanche, tu te souviens de qui on parle? Amixem ou un truc comme ça? Non? Ouais. Et donc, en fait, il y a un coéquipier, enfin un équipier, pas un coéquipier, un équipier d'un McDonald's de Rennes. Donc, c'est un Rennais qui a complètement explosé et qui est devenu le YouTuber et le streamer sur Twitch numéro 1. Tu connais pas ce truc? J'en ai entendu parler. T'en as ouais. entendu parler? Ouais. Et en fait, on en entend parler, mais on a aussi énormément entendu parler. Je crois qu'il était à la gare. Il était McDo de la gare de Rennes. Et évidemment, en fait, il parlait de son expérience, il parlait des mécanismes et un petit peu aussi de l'arrière-boutique. Ouais, c'est qui? Anime. Anime. Ouais, exactement. Anime. Donc, ça, à la fois, ça fait une publicité énorme pour Rennes et ça fait une publicité énorme pour les McDo. Est-ce que tu as vu dans les chiffres de fréquentation ou est-ce que tu as vu que ça avait produit un effet positif, peut-être négatif, je sais pas? Pas particulièrement. Non? Ça a dû aider pour l'image de marque de mon restaurant, enfin de la société, évidemment. Mais si tu faisais une enquête sur ce que sont devenus tous nos équipiers, tu serais bluffé. Tu serais Oui. bluffé. Je rencontre des gens dans la rue, parce que ça fait quand même 35 ans que j'ai des restaurants à Rennes, Ouais. et je rencontre des gens qui sont chirurgiens, médecins, avocats ou autres, et qui me disent « Mais moi, j'ai travaillé chez toi comme équipier quand j'avais 20 ans. Ouais. » Donc, C'est génial. c'est super génial. Et puis, en plus, quand ils te le disent avec le sourire, et te font comprendre que c'était une belle expérience pour eux, là, tu es fier. Là, tu es fier d'avoir fait tout ce que tu as fait, quoi, en fait. Ouais. Donc, ce rôle social, on en a beaucoup parlé. Ce dont on a, pour le coup, pas du tout parlé, et c'est un sujet éminemment politique, on va pas trop rentrer dedans, d'autant qu'on s'approche peu à peu de la fin. Là, il va nous rester un bon gros quart d'heure. C'est que McDonald's, c'est de la restauration. La restauration, ce sont des produits. Et les cuisiniers, les chefs nous disent on fait de la bonne cuisine avec des bons produits. Bon. Un des produits phares, c'est la viande. Et notamment, en fait, le steak de bœuf. On est ici dans une région d'élevage, d'agriculture et d'élevage. Donc, l'économie locale, l'approvisionnement local est extrêmement important. Donc, la première question, ça sera comment un peu ça fonctionne et quelle est ta relation justement avec les agriculteurs et les éleveurs locaux. Et ensuite, je vais te poser un petit peu une colle, mais imaginons que le prix du bœuf triple. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous le répercutez sur les prix? Est-ce que vous le répercutez sur la rentabilité? Est-ce que vous le répercutez aussi sur la qualité, sur un peu des trois? Quelle est la décision que vous prenez? Alors, d'abord, j'ai des relations amicales et très bonnes avec des agriculteurs bretons. Et d'ailleurs, la Bretagne agricole est la deuxième région fournisseur de chez McDonald's en France. Ouais. Nous achetons énormément en Bretagne. Du bœuf, du poulet, des salades, des tomates, des œufs. Enfin, voilà. Comme dans plein d'autres régions, on utilise les produits locaux. Tout ce que tu manges chez McDo vient de France. Très bien. On a de très bonnes relations avec le monde agricole et on progresse ensemble réciproquement depuis des années et des années. Mais figure-toi que le prix de la viande qui a été multiplié par 2 ou par 3, c'est arrivé dernièrement. Avec cette crise de Covid, avec tout ce qui s'est passé dans le monde agricole. Et au passage,
je voudrais tout de suite dire que les agriculteurs font un travail extraordinaire. Sans agriculteurs, point de France. Donc, je suis pro-agriculture française. Eh bien, Attention, tu vas t'engager en politique. non, non, j'ai l'impression d'être normal dans tous les cas. Ouais, c'est bien. Mais c'est arrivé et on a dû augmenter nos prix. L'inflation a été terrible depuis 3 ou 4 ans suite au Covid et à toutes ces choses-là. On a dû augmenter nos prix. On n'a pas augmenté à la hauteur de ce qu'on devait faire du point de vue économique. Ça va un Donc peu on absorber, quoi. a baissé nos marges. Hmm. Et pour répondre très clairement à la question que tu ne me poses pas, toutes ces augmentations, que ce soit dans du monde agricole, l'électricité, la main-d'œuvre, enfin toutes ces choses-là, font que depuis toutes ces augmentations et ces prix que je n'ai pas répercutés, eh bien mon résultat a été divisé par 2. Voilà, c'est pas plus compliqué que Ouais. ça. C'est incroyable, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais comment on le supporte? Bien. Parce que, je vais dire, premièrement, il y a eu tellement de bonnes années que s'il y a 4, 5 ans un peu moins bonnes, faut les accepter. Ça fait partie de la vie. Et 2, c'est comme ça maintenant. C'est comme ça. Eh bien, j'espère que je vais gagner peut-être moins par restaurant. J'espère que j'aurai plus de restaurants. Ouais. Voilà. Ça, c'est une vie. Pour le coup, on est dans la vision de l'entrepreneur humaniste, engagé territorialement. On n'est pas dans cette vision justement que l'on pourrait imaginer de l'entreprise cotée en bourse et qui va vouloir maximiser à tout prix je grossis le trait, maximiser à tout prix justement en fait son EBITDA, ses résultats et trouver coûte que coûte les moyens d'améliorer ces résultats. Un des moyens, c'est que si par exemple on a les prix des matières premières qui augmentent, comment on fait pour diminuer le premier poste de dépense? Il n'y a pas de secret dans La l'entreprise. main-d'œuvre. Il n'y a pas de secret. Voilà. Soit tu gagnes Donc, plus, mais vous le faites pas. soit le fournisseur gagne plus, Ouais. soit le client gagne plus. Ouais. C'est un triptyque qui est comme ça. Ouais. Les fournisseurs, les clients, l'entreprise. Soit tu arrives à faire un équilibre entre tout ça, et tout le monde est content, enfin tu espères, soit ça dure pas très longtemps l'histoire. Voilà. Nous, on a choisi, et moi particulièrement, avec ma fille, de pas trop augmenter les prix. Et déjà, c'est trop. Ouais. Donc, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, quand même, le client d'abord, Oui. les fournisseurs ensuite, et enfin nous, c'est-à-dire l'entreprise, si tout va bien, mais tout en faisant en sorte que on soit à un niveau d'équilibre acceptable, parce qu'on reste une entreprise, on n'est pas une œuvre caritative, et si on n'est pas rentable, on Pour coule. investir. Pour investir. ouais. Le but de l'entreprise, c'est pas d'amasser de l'argent, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour continuer à investir. Ouais. Hein. Vivre mieux, bien sûr, mais ça dépend des échelles. Tu as évoqué ta fille à l'instant. Tu m'as dit tout à l'heure que donc vous aviez à vous deux 26 restaurants, que tu lui en avais cédé 8 donc il y a quelques années. Il t'en reste quand même 18. Est-ce que vous avez ou tu as vocation en fait à continuer la passation, à lui transmettre encore davantage de restaurants? Est-ce que tu es déjà dans une démarche, parce que tu l'as dit, ça fait 35 ans, mais il te reste encore de très nombreuses années d'exercice professionnel. Et puis de toute façon, quand on est entrepreneur, bon, on n'imagine pas trop la retraite. Malgré tout, on a envie d'en profiter, peut-être travailler davantage sur Yahoo. Cette passation, cette transmission, cette collaboration, parce qu'au final, c'est une entreprise familiale dans un groupe mondial. C'est ça qui est extraordinaire. Comment ça se passe? C'est quoi ta vision? Comment tu prépares le futur? Alors, d'abord, moi, je suis plutôt un homme d'action qu'un homme d'inaction. Ouais. Donc, je ne me vois pas arrêter tout de suite. Et tant que j'ai la santé, je continuerai. Effectivement, ma fille a aujourd'hui 8 restaurants qu'elle a depuis quelques années. Je vais lui laisser le temps d'absorber tout ça. Et puis, peut-être qu'elle en ouvrira d'autres ailleurs que dans mon périmètre. Peut-être qu'elle en achètera d'autres ailleurs que chez moi. Ça, c'est McDo qui décide. Mais moi, je vais continuer mes restaurants et je vais même tenter d'en ouvrir d'autres.
Ah oui, c'est vrai, tu as des projets là en ce moment? Bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Il y a encore des endroits dont je te dirai pas où, Mhm. mais où ça mériterait de mettre un McDo, voire plus. Ah bah tiens, moi je vais mettre des hypothèses. En tout cas, je vais te poser des questions à ce sujet qui restent en suspens. Quand je suis arrivé en Bretagne, donc ma vie professionnelle en Bretagne a commencé à Saint-Brieuc. Je suis arrivé et je voulais manger Mhm. entre midi et 2. Bah, moi, mon réflexe dans une ville que je ne connais pas, c'est quoi? C'est de trouver un McDo. Et en centre-ville, j'en ai pas trouvé. À Rennes, il y a un McDo à Columbia, donc. Il y a maintenant un Burger King à République. Et puis c'est tout. Il n'y a pas en centre-ville un McDonald's. On va dans n'importe quelle grande métropole de France, évidemment Paris, Marseille, Lyon, des McDo en centre-ville ou en hypercentre, c'est normal. Et pourquoi pas ici? Parce que peut-être ça viendra un jour. Il n'y en a pas encore, Ça, c'est un effectivement. peu langue de bois, ça. Non, non, mais il Non, n'y pourquoi? en a pas aujourd'hui parce qu'on n'a jamais eu l'occasion, l'opportunité, on n'a pas trouvé l'emplacement qui Ouais. nous permettait d'en implanter un. D'accord. Mais j'espère qu'on trouvera un moment ou un autre. Ouais, c'est parce qu'il y a des critères, tu l'as dit par exemple, tu l'as évoqué, de mètres carrés notamment. De mètres carrés, de gaines d'extraction pour la restauration, Ah oui. d'endroits qui soient où on peut accéder facilement. Il faut quand même sur un endroit dans une rue principale. Ouais. Voilà, tout, Ouais, c'est vrai tout qu'il y a un c'est cahier des charges très précis, très précis. très précis. Ouais. Et mais ça répond partiellement à la question que tu me posais avant. Où est-ce que seront les prochains McDo? Bah, déjà, tu as trouvé un emplacement. Ouais. Bon, je vais prendre ma carte et je vais essayer de t'aider parce que c'est quand même d'intérêt public, c'est un intérêt Super, général. merci beaucoup. Ça me touche. Non, vraiment. Comment vous faites pour concurrencer maintenant que pour faire un bon menu à McDo, ouais, on est à 15 € quand même. On est entre Un peu moins quand même. un peu, ouais, bon, allez, entre on va dire 13 et 17. Comme ça, on a 15 dans la fourchette. On va dans un restaurant, on va dans une petite brasserie, et en fait, on repart avec un bon plat à peu près au même tarif. Donc, le positionnement a évolué de McDonald's. Est-ce qu'il continuera à évoluer dans le futur? Alors, d'abord, moi, quand je mange au McDo, un menu avec un dessert, Ouais, un café, je suis à peu près dans les 10 €. Mais bon, ok. passons. Ok. En petit menu, avec En un menu petit normal, dessert. un peu Ouais. menu pour un homme normal. pour, voilà. Et puis, mais ça rejoint la discussion de tout à l'heure. L'inflation, Ouais. les choses qui ont augmenté. On peut réfréner ces choses-là. On l'a fait le temps qu'on pouvait, Mm. mais on ne peut pas non plus rester avec les prix d'il y a 20 ans. C'est pas possible. Mais si les prix changent, il y a aussi un service qui va changer. Il y a aussi probablement en fait une qualité qui va changer et probablement pour le mieux. On va essayer de travailler en fait sur ces avantages compétitifs. Quels sont ces avantages compétitifs face à la bonne vieille brasserie qui essaie aussi de faire de la restauration collective, pas collective, excuse-moi, rapide. Oui, tu as remarqué que maintenant, toutes les brasseries, tous les restaurants traditionnels font des hamburgers. Ouais. Bien sûr, avec des chaînes comme Ferdinand, etc., qui se sont lancées. Oui, ouais. Donc, je pense qu'on a... Hérésie, Mario. Non, je pense qu'on a participé à rendre le hamburger plus populaire en France, parce que c'est un produit typé américain. Ouais. Et il est devenu français, là, tout d'un coup. Quand je te parlais tout à l'heure, la France, terre d'asile gastronomique, Ouais. voilà un exemple super, quoi. Mais il y a de la place pour tout le monde. Franchement, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, c'est pas le même moment quand tu viens avec tes enfants au McDo, quand tu es sur la route, tu parlais de l'autoroute là tout à l'heure, et ainsi de suite, et le moment où tu veux être peut-être avec ton épouse, passer une soirée un peu plus en amoureux dans une brasserie. Donc, il faut des concepts différents, dans des établissements différents, avec des cartes différentes et sans doute des prix différents. Moi, je vois très bien une petite soirée en amoureuse devant Netflix avec un McDo. Ah oui. Ouais. Tu sais ce je que je sais bien fais tous ça. les dimanches soirs? On le C'est fera quoi peut-être ensemble à de ces quatre. Ouais, dis-moi. J'invite quelques copains, on fait une soirée McDo et vin rouge. C'est vrai, vin rouge. Oui, Ah ouais, vin rouge, vin blanc, ouais. McDo, Dégustation de vin c'est accompagnée top. d'un McDo. C'est top. Ah ouais, c'est incroyable Ouais, ça. ouais.
Écoute, si tu m'invites, je viendrai avec plaisir. L'autre question, et on va finir un peu par ça, je l'ai évoqué au début, on n'a quand même pas trop creusé, mais moi, ça me semble une question extrêmement importante. Je ne sais pas si elle est dans l'air du temps. Elle ne me questionne pas pour différentes raisons. Mais je pense que on peut s'interroger justement sur le rôle, l'existence d'abord, et le rôle de la franc-maçonnerie et la complémentarité que cela représente avec sa vie quotidienne, familiale, entrepreneuriale, associative. Toi, tu as pris des responsabilités très grandes dans ton obédience. Mais j'imagine que si tu es arrivé là, c'est aussi parce que tu y es depuis longtemps. Normalement, c'est quelque chose qui n'est pas secret, mais que l'on tait. C'est discret. C'est discret. On fait ça discrètement à la fin de cet épisode. Il nous reste 4 minutes. Voilà, parle-moi un peu de qu'est-ce que la franc-maçonnerie pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça continue chez toi de produire? Donc la franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui existe depuis des centaines et des centaines d'années dans le monde. Ça a débuté probablement, parce qu'on ne sait pas tout à fait les origines, par les constructeurs de cathédrales. Tu vois, ces ouvriers qui étaient soit des maçons, soit des carreleurs, soit des plombiers. Chacun était spécialisé et chacun avait sa caste d'ouvriers. Et bien, ces gens se rassemblaient et puis ils se partageaient entre eux les secrets. Des secrets pour faire un mur droit, des secrets pour faire des beaux carrelages, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, quand ils ont dû construire les cathédrales, ils se sont mélangés avec la religion chrétienne. Et ils ont mis dans leur rituel, parce qu'ils avaient déjà des rituels, de la religion chrétienne, beaucoup de spiritualité, beaucoup de symbolisme artisanaux et chrétien. Et tout ça, c'est devenu la maçonnerie moderne que nous connaissons aujourd'hui, où ce ne sont plus les artisans qui sont des francs-maçons, mais tout le monde peut devenir franc-maçon. Enfin, tout le monde, pas tout à fait. Tous ceux qui ont d'abord envie, et tous ceux qui veulent s'améliorer pour être meilleurs. En fait, c'est ça, la franc-maçonnerie. C'est prendre les bonnes personnes pour les rendre meilleures au contact d'autres personnes à l'aide d'un rituel secret, d'un rituel qui rassemble, un rituel qui donne un côté solennel aux choses. Et puis, au fur et à mesure des semaines, des jours, des mois, on s'améliore. On devient effectivement un homme meilleur. En regardant les autres faire, les autres francs-maçons, ça sert d'exemple. Et moi, ça m'a rendu meilleur. Ça m'a rendu meilleur. Plus humain. Plus à l'écoute des autres. Plus à l'écoute des besoins des autres. Donc la franc-maçonnerie, c'est très discret, ça n'enlève rien, mais ça apporte beaucoup. En fait. Est-ce que tu conseilles de faire ces démarches-là? Si on est en paix avec soi-même, oui. Si on n'est pas tranquille avec soi-même, si on a des problèmes perso, si on se pose trop de questions, si on n'est pas tranquille dans sa vie, il ne faut pas venir. Si on est solide, et on veut se solidifier, si on a envie d'aller vers l'autre, si on aime les autres, et si on n'a pas peur de dire « j'aime les autres », alors il faut venir nous rencontrer. On a beaucoup de réponses. Merci beaucoup Mario pour ces phrases de fin, pour ton temps. Avec plaisir. Pour tes réponses. Je pense que c'est extrêmement important et c'est toute la vocation de ce podcast qu'on peut regarder aussi en vidéo sur YouTube. On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux. Normalement, c'est à peu près toutes les 2 semaines et on interroge des personnalités, très souvent, dans la majeure partie des cas, des chefs d'entreprise,
qui ont cette dimension justement humaniste, parce qu'ils considèrent que le secteur privé et les entreprises ont encore une fois un rôle à jouer dans la société. Et ce qu'on essaie de décortiquer, c'est comment fonctionne ce système. Et grâce à toi, on a réussi à le faire à travers une entreprise qui est étonnante. On l'aime ou on ne l'aime pas. Il y a les détracteurs comme il y a les aficionados. Il n'y a pas de jugement de valeur à apporter. Moi, McDo, c'est quand même à peu près toute ma vie. Encore une fois, je te remercie. Je donne rendez-vous évidemment à toutes les auditrices et tous les auditeurs pour la prochaine épisode. Il va y avoir des changements dans ce podcast. Je prendrai probablement la parole dans une sorte d'édition spéciale en solo pour expliquer comment on va améliorer encore un petit peu ce que l'on fait là depuis 2021-2022. Au 50e épisode, on va faire une petite surprise. Donc, je suis content que tu m'aies accompagné justement vers cette nouvelle voie. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.